Aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Guy Solène, Dans la peau de nos ancêtres, petites histoires insolites de la vie quotidienne. Dans ce deuxième épisode, nous allons repartir sur la trace de nos ancêtres et nous allons parler aujourd'hui du thème de la famille. Pour le meilleur et pour le pire. Avant le XIIIe siècle, le mariage n'était pas l'institution religieuse qu'on connaît. C'est encore moins une institution civile. En effet, jusqu'au Concile de Latran en 1215, le simple consentement mutuel suffisait pour que l'union soit reconnue. On se disait mari et femme et c'était bien assez. C'est le Concile de Latran qui consacre le mariage comme l'un des sacrements de la vie chrétienne, avec le baptême, l'Eucharistie et la pénitence. Il rend obligatoire la publication des bans avant la cérémonie du mariage. Cette procédure, toujours en vigueur aujourd'hui, permet de s'assurer que personne ne s'oppose à l'union. À partir du Concile de Trente, en 1563, la présence d'un prêtre et de témoins est indispensable pour que le mariage soit valide. Les ingrédients du mariage religieux que nous connaissons sont alors en place. C'est la Révolution française qui fera disparaître l'obligation du mariage religieux. Une loi publiée en 1792 instaure le mariage civil. Dès lors, celui-ci devient la seule union valable aux yeux de la loi. Peut-être un jour nos descendants s'étonneront-ils de voir qu'à notre époque, on célèbre souvent le mariage deux fois, à la mairie et à l'église. Le mariage, un jeu de fusion-acquisition. Le mariage, autrefois, n'était guère une institution vouée à l'amour. Au contraire, le jeu des alliances revêtait une haute importance stratégique. Qu'il s'agisse du roi de France ou de paysans cévenols ou morvandeaux, les enjeux étaient tout aussi capitaux et les calculs tout aussi complexes. Car à tous les niveaux de la société, c'était par le mariage qu'on scellait des alliances, qu'on liquidait des conflits, qu'on accroissait son pouvoir et sa richesse. C'est pourquoi, même au fin fond des campagnes, le choix d'un époux pour une fille ou d'une épouse pour un garçon donne lieu à des stratégies d'alliance et à des raisonnements dignes des unions des plus grands princes ou de la fusion des plus grandes entreprises. Le mariage est l'occasion pour les familles d'étendre leurs terres ou leur influence, d'intégrer à leur domaine de nouvelles ressources, puis cours d'eau, ainsi que de régler des conflits parfois vieux de plusieurs générations. Le montant des dots apportés par les jeunes femmes à leur époux et les héritages potentiels sont soigneusement étudiés et pesés. On a recours à des ruses de sioux en matière matrimoniale afin de réincorporer au patrimoine familial la dot lâchée plusieurs décennies plus tôt par un aïeul. Afin de réaliser les unions les moins coûteuses et les plus profitables, on va jusqu'à marier un frère et une sœur à une sœur et un frère, ce qui évite aux deux familles de financer une dot. Fort heureusement, tous ces calculs n'empêchent pas le jeu de l'amour. Les garçons et les filles se côtoient souvent depuis l'enfance. Lorsqu'ils grandissent, il arrive que certains se rapprochent, se fréquentent, se promènent ensemble ou s'isolent pour converser. En d'autres termes, ils flirtent. Tant que ces flirts ne contrarient pas les projets que leurs parents ont pour eux, personne n'y trouve rien à redire. Bien au contraire, on les encourage. Mais dans le cas contraire, qui se ressemble s'assemble. Chez nos ancêtres, non seulement l'intérêt patrimonial du mariage primait, mais les unions qui auraient pu être de véritables mariages d'amour étaient souvent interdites. Dès le Moyen-Âge, l'Église édicte des règles extrêmement strictes afin d'éviter toute consanguinité. Ces règles, qui ne furent pas assouplies avant le XXe siècle, interdisaient les unions entre membres d'une même famille jusqu'au 4e degré. En plus de quoi, elles excluaient les mariages entre parents par alliance. Un veuf ne pouvait épouser aucune femme de la famille de sa défunte épouse, ni un parrain la sœur de son filleul. Dans les hameaux perdus, l'étroitesse de ces normes pouvait rendre les affaires matrimoniales passablement compliquées. Tout le monde était toujours un peu en famille avec tout le monde. On était bien conscient des problèmes que pouvait poser la consanguinité, mais tout de même, si on ne pouvait épouser personne de son village et qu'on ne connaissait personne d'autre, comment faire ? Dans plus d'un cas, et particulièrement dans certaines régions comme l'Auvergne, la Bretagne ou la Corse, il a donc fallu s'en remettre au curé de la paroisse, lequel s'occupait de négocier la cause devant les autorités ecclésiastiques afin d'obtenir une dispense de parenté. Néanmoins, autrefois, plus encore qu'aujourd'hui, les mariages se faisaient à l'intérieur des milieux, des paroisses, des villages, des hameaux. Au début du XIXe siècle, près de 70% des hommes et 90% des femmes épousaient quelqu'un venant de la même paroisse qu'eux. Signe supplémentaire de l'endogamie qui régnait dans la société, les alliances se concluaient fréquemment entre des familles exerçant le même métier. Il y avait des raisons très pragmatiques à cela. Il était indispensable que l'épousée connaisse bien le métier de son mari, si celui-ci voulait pouvoir compter sur elle dans les tâches quotidiennes. Quand l'industrie nuit gravement au mariage.
Autrefois, tout le monde se mariait et il n'était pas question de rester célibataire. Les hommes solitaires, à moins qu'ils ne fussent affectés de handicap ou de tares rédhibitoires, étaient des marginaux. On s'en méfiait. Les femmes sans mari étaient plus fréquentes, par le fait même qu'elles naissaient et naissent toujours plus nombreuses. Avec le développement des villes et de la classe ouvrière, la tradition campagnarde du mariage, complexe et ritualisée, va toutefois se déliter. Dans le monde ouvrier, la dimension politique et financière du mariage n'existe plus. On est souvent séparé de sa famille et de ses racines rurales et l'on est beaucoup moins attaché aux valeurs religieuses. On sort, on fait des connaissances, on se rencontre dans les guinguettes, les bals, la rue et l'on s'installe ensemble sans toujours songer à se marier. Le mariage, un rituel bien réglé de la demande à la livraison du trousseau. La demande officielle en mariage est traditionnellement effectuée par le prétendant ou par son père auprès de la famille de la promise. Mais parfois, on a recours à un professionnel de la chose qui fait en sorte que tout se passe pour le mieux. Lorsque les parents d'un prétendant ou cet entremetteur rendent visite à la famille d'une jeune fille dont ils veulent demander la main, il n'est pas question d'aborder le sujet de but en blanc. Dans un premier temps, on se contente de parler de choses et d'autres. Cela donne l'occasion aux parents sollicités d'égrener des signes qui disent clairement s'ils consentent à l'union ou pas. Recevoir les visiteurs assis ou debout, devant un feu allumé ou éteint, concocter un dîner gras ou maigre, positionner savamment certains objets du quotidien sont autant de signes indubitables grâce auxquels la famille du prétendant sait à quoi s'en tenir. Inutiles ces codes compliqués ? Au contraire, ils permettent aux protagonistes de ne pas avoir à subir ou à infliger l'humiliation d'un refus, en évitant ainsi la brouille, voire la guerre des clans. Avec ces signes que chacun sait interpréter, les honneurs sont saufs. Rien n'est verbalisé, mais tout est dit. Une fois que les choses sont claires, soit un accord est scellé, soit les visiteurs se retirent et conduits sans avoir formulé de demande. Passé cette rencontre au sommet, le futur mari acquiert le droit officiel de visiter sa promise chez ses parents. Souvent, il vient prêter main forte à sa future belle-famille dans les travaux des champs. Arrive alors le temps des petits cadeaux et des grandes manœuvres. Les fiancés échangent des présents à haute valeur symbolique. Bagues, chemises, etc. Mais aussi à la dérobade, des baisers, voire un peu plus. Pendant ce temps, les familles négocient la dot, visitent fermes et propriétés. Puis, les bans sont publiés et un contrat détaillé est signé par devant le notaire. Si personne ne s'est manifesté pour signaler une union impossible, il ne reste plus alors qu'à se rendre à l'église. La veille ou le lendemain de la noce, les familles livrent leur trousseau aux jeunes mariés. Il s'agit d'un coffre, plus tard d'une armoire, généralement décorée aux initiales des mariés. Une armoire qui représente un véritable trésor, puisqu'elle renferme tout le trousseau énuméré dans le contrat de mariage, depuis le linge de corps, de lit ou de maison jusqu'à la vaisselle, en passant par des mesures de grains destinées au chant du couple, quelques animaux et quelques meubles, qui eux n'ont pas besoin d'être casés dans l'armoire. Enfin, le trousseau des jeunes mariés contient les linceuls dans lesquels ils seront enterrés. Choisir la date du mariage, une affaire bien compliquée. Autrefois, on ne se mariait ni en mai, ni durant les mois d'été, où l'on était accaparé par les travaux des champs. On ne se mariait pas non plus certains jours de fête, ou durant les périodes de pénitence, comme le carême. Mais lorsque la période était propice, on n'avait pas pour autant la possibilité de choisir le jour de la noce. Le dimanche était réservé aux messes et autres actions de culte qui occupaient entièrement les curés. Le vendredi commémorait la mort du Christ et le mercredi, sa dénonciation par Judas. Traditionnellement, le jeudi n'était pas bon jour pour célébrer une noce. C'était donc plutôt en début de semaine, de préférence le mardi, qu'on se mariait autrefois. En fin de compte, on était rarement seul à choisir une date donnée. C'était un peu comme aujourd'hui, les samedis de juin où les mairies ne désemplissent pas. Certains mardis, comme le mardi de Pâques, le mardi gras ou le mardi suivant l'épiphanie, c'était l'embouteillage à l'église. Drôle de symbole, drôle d'usage. Les mariages d'autrefois étaient extrêmement codifiés et si chargés de rituels qu'ils duraient parfois plusieurs jours. Durant la noce, tout est symbolique. Costume, attitude, parole, mais aussi jeu, émotion et menu. On s'amuse par exemple à tenter de dérober un soulier à la mariée. On brise de la vaisselle, et bien sûr, il y a l'incontournable enlèvement de la jarretière de la mariée. Dans certaines régions, il est de bon ton que la mariée affiche ses larmes afin de symboliser la douleur de quitter le foyer parental. En dépit de sa joie et des divertissements de la noce, elle doit éviter de sourire. Au cours des festivités, on célèbre des messes en l'honneur des défunts des deux familles, on fait des repas composés d'aliments à haute signification symbolique. Parfois, les mariés doivent simuler des travaux de tous les jours pour mettre en évidence leurs aptitudes. Monsieur se livre à quelque travail physique, tandis que madame balaie sa nouvelle maison devant tout le monde pour montrer qu'elle fera une bonne épouse. La nuit de noces doit sceller l'alliance physique des époux.
Dès le matin, on se précipite dans leur chambre pour s'assurer que l'union a bien été consommée, en vérifiant que les draps comportent bien quelques traces de sang. Parfois, on va jusqu'à exposer le drap souillé à la fenêtre, afin d'attester que la mariée était bien vierge et que le marié possède toutes les dispositions physiques nécessaires. La mariée n'était pas en blanc. La robe de mariée d'un blanc immaculé est une tradition que nos ancêtres ne connaissaient pas. En effet, cet incontournable symbole de pureté associé au mariage est apparu tardivement. Il n'est entré dans les usages qu'à partir de la fin du XIXe siècle, après que la Vierge Marie vêtue de blanc eut apparu à Bernadette Soubirous dans la grotte de Lourdes. Cela a de quoi étonner, mais avant cette époque, les mariés n'étaient absolument pas vêtus de blanc. Au contraire, les couleurs vives étaient privilégiées. La couronne de fleurs, puis le voile, se sont imposés dans le courant du Moyen-Âge. Un tablier, symbole du travail domestique, était souvent adjoint à la tenue de la mariée. Le combat pour le divorce. La perception du mariage comme d'une union sacrée et indissoluble s'est imposée progressivement au Moyen-Âge. Auparavant, le mariage avait essentiellement une fonction politique, celle de sceller des alliances. Une alliance est forcément de circonstance et son utilité peut être remise en cause par les événements. C'est pourquoi la répudiation et le divorce par consentement mutuel étaient alors parfaitement admis. C'est l'Église catholique romaine qui va peu à peu imposer le caractère sacré du mariage et, par là, l'indissolubilité de l'union. Au XIIe siècle, c'en est fait du divorce. Le mariage est à l'image de l'union du peuple avec Dieu. Il n'est plus question de le remettre en cause. Tout juste, dans certains cas, la séparation des corps peut-elle être consentie. Mais l'adultère reste un péché et un nouveau mariage est impossible. À la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française brise cette loi d'airain. Le mariage devient une union civile qui peut être dissoute. Mais les conservateurs voient d'un très mauvais œil la possibilité du divorce par consentement mutuel. En 1804, le Code civil de Napoléon revient donc sur ces dispositions et rend le divorce par consentement mutuel si compliqué que le divorce pour faute reste le seul appliqué. Mais le combat n'est pas fini. En 1816, une loi supprime purement et simplement le divorce. Il faudra attendre 1884 pour qu'il soit de nouveau autorisé. Par la suite, diverses lois seront adoptées qui légiféreront notamment sur les droits de la divorcée, des enfants illégitimes et la possibilité d'un second mariage dans les cas d'adultère. La législation sur le divorce ne sera véritablement assouplie qu'en 1975 par le président Valéry Giscard d'Estaing. C'est à ce moment que sont instaurées les dispositions actuelles permettant les divorces par demande conjointe ou formulées par l'un des deux époux et acceptées par l'autre ou par entérinement de la rupture de la vie commune. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.